Eh bien, bienvenue sur notre podcast Athletic Run. Pour ce deuxième numéro, nous allons prendre le large et vous faire rêver un peu puisque nous allons aborder un pan aventureux de la course à pied. Celui des grandes traversées, des grands voyages en courant et des records transcontinentaux. Des défis, des épreuves de longue haleine qui ne concernent certes qu'une poignée d'ultra-runners expérimentés et passionnés, mais qui nous font tous rêver. Et pour en parler, on accueille aujourd'hui, une nouvelle fois, Sylvain Bazin. Bonjour Greg. Salut Sylvain. Alors Sylvain, quand on évoque ces grandes traversées, de nombreux coureurs français penseront à Serge Gérard, auteur de nombreuses tentatives de ce type, mais il a eu bien des prédécesseurs, non ? Oui, effectivement. Ces grands défis qui consistent à relier par exemple deux villes, à traverser des pays ou même des continents sont en fait fort anciens. Alors on pourrait quasiment remonter jusqu'à des temps bien anciens, même au Moyen-Âge ou avant. Alors on peut déjà presque évoquer les pèlerins, notamment les pèlerins médiévaux, ceux qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome, qui d'après ce qu'on sait, d'après les documents historiques, accomplissaient quand même des étapes assez longues de l'ordre de 30 à 50 km par jour couramment. Donc c'était déjà des athlètes et plutôt déjà des gens très, très endurants. Alors ça se comprend d'ailleurs puisque à l'époque les pieds étaient les principaux moyens de locomotion pour bien des gens, enfin au moins tous ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller à cheval ou en carrosse. Donc, il n'y avait pas encore d'Autolib. Non, pas encore d'Autolib. Alors après, si on se concentre sur les exploits plus sportifs et mieux documentés, il faut remonter au début du 19e siècle, notamment en Angleterre, avec la vague de ce qu'on a appelé le pédestrianisme. Donc là, c'est une première vague de sport professionnel qui concernait uniquement la course et la marche de grands fonds et d'endurance, qui était quand même finalement très populaire en Angleterre au début du 19e siècle. Alors là, il y a déjà des performances qui sont recensées et intéressantes. Alors on peut évoquer une première figure qui était un nommé Foster Powell. Donc Foster Powell, il vivait dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'était quelqu'un de plutôt fort, avec apparemment une ceinture lombaire, d'après les descriptions qu'il en reste, très très fort, très musclé, ainsi que des jambes très musclées. Et alors lui, il était commis à Londres. C'était un homme plutôt discret, qui est vite devenu d'ailleurs la tête de turc de ses collègues de bureau. Et une fois, alors on est en 1760, ses collègues lui demandent ce qu'il comptait faire pour le week-end, vu qu'il était un petit peu tout seul. Voilà. Alors, il avait 27 ans, alors il répond je vais aller marcher jusqu'à Windsor, et puis je reviens à pied, c'est mon programme du dimanche, quoi. Alors comme ça fait quand même 80 km, d'ailleurs, voilà, Londres-Windsor, d'ailleurs, c'est finalement le premier marathon de 42-195 qu'on avait évoqué une autre fois sur Athletic Run. Et voilà, lui faisait l'aller-retour, donc en 1760, donc c'était quand même dans les 80-84 km. Alors du coup, ses collègues, ils se foutent de lui, quoi, puisque c'est un gros vantard. Ouais, pas crédible du tout. Voilà, donc du coup, il lui dit, venez avec moi. Alors il y a des collègues qui relèvent le défi, puis au bout de 10-15 km, ils sont cuits et ils abandonnent, et puis il leur envoie revenir tout seul. Alors c'est ainsi que sa légende s'est un peu créée, ce Foster Powell, qui est un peu le premier grand nom donc, du pédestrianisme et de ces grandes aventures pédestres. Alors après, il devient professionnel en fait de ses exploits. Mais voilà, les gens parient sur le fait qu'il tienne les délais annoncés pour des courses, des marches plutôt, puisqu'en fait il courait, il trottinait, il alternait course et marche, selon le style de l'époque. Alors, il faut rappeler que professionnel et amateur, c'est pas comme aujourd'hui. Professionnel, c'est on gagnait de l'argent par n'importe quel sponsor. Amateur, on le faisait pour la performance et la beauté du sport, tel que le définissait Pierre de Coubertin. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que peut-être au début, fin 18e, début 19e, c'est peut-être un petit peu moins marqué comme séparation, mais effectivement, les professionnels étaient plutôt des gens du peuple, en fait, qui avaient besoin de gagner de l'argent, quoi, globalement. Et effectivement, les amateurs, c'était plutôt typiquement en Angleterre les aristocrates ou les grands bourgeois. Mais là, sur cette vague du pédestrianisme, c'est avant tout des professionnels.
Et effectivement, ça va compter d'ailleurs dans l'évolution future de ces disciplines. Alors Foster Powell, il a notamment réalisé en 1773 un aller-retour de Londres à York, donc 400 miles, 640 km en un peu moins de 6 jours. Donc ça fait quand même des sacrées moyennes quotidiennes. Petite trotte, oui. Voilà, et il était quand même très populaire. Tu vois, à la fin de cette tentative-là, il était accompagné par 3000 personnes, apparemment à pied, à cheval, en voiture, voilà. Et bon, quand même, il faisait une sacrée performance. Alors, il était habillé en veste de cuir, culotte de peau et chapeau de forme, hein, donc c'était super pratique pour faire ça comme on l'imagine bien. Alors après, bon, il a une carrière quand même assez longue, hein. Tu vois, bon, il a fait plusieurs fois Canterbury-Londres, ce qui est quand même assez long également, hein, 112 miles, ça fait 180 km, et il le faisait quand même en moins de 24 heures. Ouais. La première fois, bon, il avait confondu l'eau et l'eau de vie au ravitaillement, donc bon, il a eu un petit peu de mal à terminer. Et puis quelques années plus tard, il a recommencé, il a fait mieux, mais bon, ça lui a pas non plus totalement réussi, puisque bon, il avait 58 ans, donc il avait battu sa performance de 20 ans avant, mais il est mort quelques jours plus tard, donc le 22 avril 1793. Et voilà, c'était un peu la fin du premier grand pedestrians. Alors après, il y en a eu beaucoup d'autres en Angleterre, hein, dont des figures marquantes comme le Captain Barclay, qui était également une force de la nature. C'était quelqu'un qui était capable de courir vite, hein, et on lui attribue déjà un 56 secondes au 440 yards, donc tu vois, quelqu'un qui peut faire moins de 54 aux 400 mètres. Et en même temps, il avait établi des grands records d'endurance, notamment un défi qui peut quand même être encore plutôt costaud à relever à mon avis. Il avait fait 1000 miles en 1000 heures, alors sur un circuit fermé, hein, là c'était pas une grande traversée continentale, mais bon, pour que les gens puissent aller le voir et on va dire authentifier son exploit. Donc l'idée consistait à faire 1 miles par heure pendant 1000 heures, mais voilà, c'était chaque heure il fallait qu'il fasse 1 mile. Donc en fait, globalement, ça fait 42 jours sans dormir, plus du temps qui sépare la fin de son mile et le début de l'heure suivante. Donc, on est dans une logique de sommeil comme pour les marins ou alors, peut-être même plus compliqué. Enfin, je connais pas exactement les tactiques de sommeil des marins, mais alors là, en gros, ils pouvaient pas s'accorder plus de 50 minutes de sommeil continu, quoi. Donc, c'est quand même très très costaud comme défi d'endurance. Et voilà, ça c'était un petit peu plus tard, c'était au tout début du XVIIIe siècle, hein. Donc c'était en 1809, si mes souvenirs sont bons, enfin non, 1802. Voilà, bon, ça commence à faire un moment. Et puis ensuite, cette vague de pédestrianisme va un petit peu s'éteindre. Mais il y a encore une grande figure, alors qui lui courait un peu au-delà des limites de l'Angleterre, hein. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ces exploits-là étaient très concentrés en Grande-Bretagne. Bon, après, il y a aussi un peu moins de moyens de voyager un peu partout. Mais il y a une autre grande figure qui a marqué un peu cette première vague de pédestrianisme, donc, qui s'appelle Manson Ernst. Donc, Manson. Ouais, Manson Ernst. Alors, le nom est pas très facile à prononcer. C'est un Norvégien. En fait, son vrai nom, c'est Mons Mansen Oiri. C'est un Norvégien apparemment d'origine un peu mélangée. On lui prêtait d'ailleurs des origines françaises. En fait, il va vite devenir marin, et puis finalement, il s'aperçoit que c'est plutôt sur Terre qu'il a des prédispositions assez extraordinaires, et il devient en fait justement un de ces athlètes, ces coureurs professionnels, donc qui se produisent plutôt dans des courses de foire un peu, qui relèvent des défis dans des villes. Alors lui, il a plutôt exercé ses talents en Allemagne. Et puis ensuite, il commence justement à se faire connaître par des grands voyages à pied, des tentatives pour relier différentes villes. Et puis là, il a un gros succès parce qu'il va très très vite. Alors, ses performances paraissent même un peu fabuleuses et certainement affabulées, parce que il donne là des moyennes quotidiennes qui sont complètement
folle en fait. Folle, ouais. Ouais, ouais. Genre du 30 km/h Ouais. sur des parties de parcours, c'est ça? Alors, il n'y avait pas les GPS à l'époque, Ouais. mais c'est vrai que ça paraît assez curieux, tu vois. Par exemple, bon, déjà en 1830, le Journal du Québec rapporte un exploit de 32 heures pour relier Londres à Liverpool, Mhm. ce qui est déjà impressionnant. Mais bon, on reste encore dans les canons de performance de ses prédécesseurs, mais alors la suite devient vraiment plus étonnante. C'est-à-dire que le 11 juin 1832, Manson Ernst s'élance de Paris, direction Moscou. Mhm. Et il va débarquer à Moscou sur la place du Kremlin 14 jours plus tard, donc ça fait une performance vraiment monumentale. Rapide, hein? Ouais, c'est-à-dire que ça donne en gros, selon les cartes, enfin la distance Paris-Moscou, plus ou moins qu'on va retenir, ça fait quand même 178 km par jour au minimum. Donc quand on pense aux conditions de l'époque, il y aura des routes un peu incertaines, des chemins, Bon, voilà. Il connaissait très bien le parcours, en tout cas, il s'est pas perdu. Ouais, non, il avait une boussole dans la tête apparemment et bon, ça paraît quand même Et un peu extraordinaire. Il avait peut-être pas le haut de forme, hein, ça peut Non, simplifier. alors sur les rares gravures qui restent de lui, il est plutôt vêtu, un peu comme un messager grec, avec ouais, des vêtements assez larges, etc. Donc qui lui semblait lui permettre de courir bien vite. Alors après, bon, ces tentatives restent un peu quand même mystérieuses parce qu'elles étaient documentées. Bon, il y a quand même des récits de journaux, ouais, de magazines de l'époque, on va dire, qui parlent, il est passé tel jour, à telle heure, à tel endroit, etc. Donc il y a un peu de documentation, mais bon, ça reste quand même très flou. Et puis c'est vrai que c'est une époque où on connaît mal les limites physiologiques de l'être humain, donc bon, à la limite, les 100 km ou 200 par jour, pour les gens de l'époque, c'était peut-être pas si fou que ça, enfin, je veux dire, ils n'avaient pas forcément ces notions de performance très précises, donc à la limite, plus c'est gros, plus ça passe, mais bon, ça paraît quand même très difficile, hein. Alors, il a continué, hein, en 1836, il relie Constantinople à Calcutta en 59 jours, soit 140 km par jour, pendant 59 jours. Ça paraît quand même bon courage, hein. vraiment très 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 costaud. Et alors en fait son dernier défi, il l'a relevé en allant chercher les sources du Nil. Donc il repart de Paris pour essayer d'aller chercher les sources du Nil et puis il meurt en chemin dans le désert d'Aswan. Apparemment de dysenterie, mais on connaît pas trop les causes de sa mort. Donc il était jeune encore, hein, il allait sur ses 48 ans. Et voilà. On peut penser d'ailleurs, enfin il y a quand même apparemment des témoignages troublants qui semblent indiquer qu'il soit passé quand même jusque vraiment tout près des sources du Nil. Il soit peut-être même mort à son retour. Bon, il y a quand même, voilà, il a existé, il a certainement fait des choses extraordinaires. Alors après, sur ses Est-ce que ça n'a pas été un performances, peu gonflé, voilà. ouais, c'est sans doute, bon, on avait un peu tendance sans doute à fabuler un peu à l'époque, dans le sens de cet athlète surhumain et voilà. Mais bon, il existait, hein. Il y a un mathématicien norvégien qui habitait Paris à l'époque où il s'est élancé donc pour son Paris-Moscou et qui disait l'homme dont on parle le plus et qui gagne le plus d'argent à Paris en ce moment, c'est le coureur Manson Ernst qui va s'élancer pour Moscou la semaine prochaine. Donc c'était quand même des tentatives, des choses qui étaient médiatisées à l'époque. Mais bon, après, on ne saura jamais s'il l'a vraiment fait. Enfin, il continue quand même d'inspirer encore des gens, et notamment il y a un Allemand, Marc Bull, qui a écrit un roman inspiré de sa vie, qui est plutôt sympa à lire d'ailleurs. C'est sous fond d'idées révolutionnaires, de révolution française. Il fait un peu de Manson Ernst un messager des idées de la révolution, et c'est plutôt intéressant. D'accord. Voilà, ça s'appelle Courir le monde d'ailleurs, donc le titre est bien choisi. Alors après, bon, la vague du pédestrianisme allait s'éteindre à petit feu. Alors on relève encore quelques exploits un peu plus tardifs, hein, notamment ceux de Payson Weston aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Alors à la fin des États-Unis, justement, il y a eu cet intérêt pour ces très longues distances avec un petit décalage. Et notamment, les Américains se passionnaient plutôt dans les années 1870, enfin 60-70,
pour les épreuves de 6 jours sur des circuits fermés. Donc, où les gens, là pour le coup, les meilleurs accomplissaient des performances qui étaient très semblables aux meilleures performances actuelles sur 6 jours, celles de Jean-Gilles Boussiquet ou de Yanis Kouros qui ont été établis plutôt dans les années 80. En ce moment, ça va plutôt beaucoup moins vite d'ailleurs. Mais voilà, des gens qui étaient capables de courir déjà plus de 1000 km en 6 jours sur un circuit. Et alors, ce Payson Waston, là, lui, il avait par exemple été de Portland à Chicago, donc 1200 km en 26 jours en 1867. Donc, il a connu une grande longévité. Parce que par exemple, il était encore très performant à 70 ans. Il a fait notamment en 1909, donc déjà très âgé, autour de plus de 60 ans. Il a fait New York-San Francisco en 100 jours, ce qui reste quand même plutôt pas mal dans le format, on va dire, traversée des États-Unis, puisqu'en plus on peut penser aussi que les conditions de l'époque n'étaient pas forcément aussi simples en termes de route, de ravitaillement, et puis je pense pas qu'il avait une assistance qui le suivait 24 heures sur 24. C'est quand même un peu le Serge Girard de l'époque. Voilà, ouais, tout à fait. Je m'attendais à ce qu'on revienne à Serge Girard et aux chercheurs de records modernes qui sont un peu les enfants des pedestrians. Alors c'est vrai que le pédestrianisme était peut-être plus tourné vers la marche. On l'a dit, ça se déroulait également sur des chemins sans doute beaucoup plus difficiles, d'ailleurs parfois sur des routes qui étaient pas pavées et tout, alors que effectivement les Serge Girard et les chercheurs de records modernes s'attachent plus au bitume, ça va quand même un peu plus vite, mais effectivement on peut relier ces deux démarches-là, d'autant plus qu'il y a finalement très peu de choses entre la fin de cette époque des pedestrians, donc on va dire le début du XXe siècle et les premières tentatives de Serge Girard. En fait, il y a quelques petites choses. Alors, on peut penser à la Transamerica Foot Race, dont la première édition a été organisée en 1928 en fait, pour promouvoir la construction, la mise en service de la route 66 aux États-Unis. Donc ça, c'est une course qui s'est montée avec quand même pas mal de médias autour, qui était un petit peu construite sous l'exemple du Tour de France cycliste. Mais là, c'était une course pédestre. Alors, elle a quand même réuni en 1928 199 partants. Donc, il y a eu à peu près une cinquantaine d'arrivants, il me semble. Donc c'est bien écumé. Voilà, mais bon, quand même 84 étapes, donc ça a commencé à faire, et puis elle a été organisée une seule fois ensuite, dans le sens inverse. Et là, c'est en 1929, il n'y avait plus que 15 coureurs au départ, donc le succès avait quand même un petit peu décru, et puis c'était aussi la crise économique et tout ça. Alors, c'est une course qui a inspiré également un livre qui est très connu, qui s'appelle La Grande Course de Flanagan, donc qui a été écrit dans les années 80, alors qui s'inspire globalement de cette course-là, mais qui est quand même une œuvre vraiment de pure fiction, qui mêle un peu quelques participants justement qui ont véritablement couru cette Transamerica Foot Race, et puis plutôt des coureurs soit imaginaires, soit des coureurs qui ont compté dans l'histoire de la course à pied du début du XXe siècle, mais qui n'ont pas du tout participé à cette course-là. Il y a Nourmy, il y a Jean Bouin, il y a un petit mélange, mais c'est un beau livre effectivement, et puis qui a fait date d'ailleurs, qui a inspiré pas mal, je pense, d'ultra-runners. Voilà. Et à voir dans sa bibliothèque quand on est passionné. Oui, c'est vrai que c'est un livre qui est bien fait. Ouais. Ah ouais. Et donc là, on est en 1930. Et puis, Voilà. Entre Serge Girard 1980 et 1930, il se passe rien? Quasiment rien. Alors, on peut citer quelques figures isolées, par exemple en France, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup parlé de la France, mais il y a quand même eu aussi un engouement pour ces grandes marches. On peut citer Georges Gallo, qui était le roi des marcheurs, c'était son surnom. Alors, lui, c'est pareil, c'était plutôt sous le mode de défi, de
courses contre les paris, contre la montre et contre quelques autres valeureux marcheurs. Alors lui, par exemple, il avait accompli 62 fois le Tour de Paris en 1895, donc ça fait quand même 2421 km en 31 jours. Apostolos pour en prendre de la graine, c'est ça, exactement. Le Tour des Maréchaux, là, comme ça. Et voilà, mais bon, c'est des performances qui sont un peu tombées dans l'oubli, même s'il avait écrit, ce Georges Gallo, un petit livre qui a été réédité il y a 2 ans. Il s'appelle Marcher, je crois. Enfin, c'est les conseils du roi des marcheurs. C'est plutôt rigolo. Il explique qu'il a tout appris chez les Indiens au Québec. Et voilà. Donc voilà, il explique comment marcher vite et longtemps. Mais effectivement, il y a très très peu de choses entre 1930 et 1980. On peut à la limite, évidemment, parler de Paris-Colmar à la marche. Hein, mais c'est quand même des choses assez isolées. Et finalement, la marche et la course de très très longue distance tombent un petit peu dans l'oubli ou dans des choses, des tentatives isolées qui sont restées finalement peu documentées. Alors après, ça va renaître un peu plutôt dans les années 80. Hein, dans les années 80, avec le boom, le premier boom du jogging, le mouvement Spiridon, les marathons populaires et les courses même de plus longue distance, les premiers 100 km de Millau, il y a une course également qui est organisée entre Millau et j'ai oublié le nom de la deuxième ville, mais qui fait 250 km aussi dans ces années-là, et il commence à y avoir des gens qui se disent tiens, ouais, on va courir vraiment longtemps. Alors il y a aussi des gens justement qui font un Paris-Moscou en relais, il y aura ensuite Paris-Gao-Dakar en courant, qui sont organisés au début des années 80, notamment. Voilà. Avec l'effervescence qui revient pour la course à pied. Hop, voilà. À nouveau, on a la commence longue à avoir distance qui revient. Ouais, on commence à avoir des aventuriers un peu qui se lancent là-dedans. Alors celui qui reste aussi connu dans ce domaine-là, c'est Jamel Bali. Alors en 1987, il est encore jeune à l'époque. Hein. C'est un jeune homme qui a grandi à Lyon, qui a passé aussi une partie de son enfance, son adolescence à Rambouillet. Il était dans mon club de Rambouillet. Et lui, il part en 87 pour relier Paris à Shanghai. Et puis finalement, il va continuer en fait. Il va boucler un tour du monde en courant. Le premier, donc, documenté, on va dire, le premier tour du monde en courant qui boucle en 1990. Donc il met 3 ans, mais bon, il va très vite. Hein, c'est un athlète plutôt de haut niveau. Alors j'ai pas pu vérifier vraiment son temps au marathon, mais lui il annonce 2h21. Moi j'avais vu un 2h45 en espoir, je crois, à Rambouillet, donc voilà. Il a amélioré sa marque. Il avait dû améliorer sa marque. Non, mais par contre je pense que c'était effectivement un très très fort coureur. Et alors lui il n'est pas vraiment dans cette démarche de record, etc. C'est-à-dire qu'il va pas... Il n'est pas comme Serge Girard à noter précisément le kilométrage qu'il a fait chaque jour. C'est plutôt du voyage en courant. C'est une autre démarche. Lui, il est en autonomie totale. Hein. Il part avec un petit sac de 5 kilos. C'est assez... oui, un peu chargé quand même. Ouais. Mais bon, assez minimaliste quand même, hein, dans ses habits, dans sa façon de voyager. Il dort complètement à l'arrache, chez les gens... dans un salon de coiffure, voire même dans les cimetières. Donc c'est vraiment un voyageur, un aventurier, mais il est devenu ensuite plus ou moins photographe, reporter. Il a écrit pas mal de livres qui sont plutôt intéressants et bien écrits sur ses voyages. Et pour lui, la course à pied, c'est plutôt un mode de déplacement, on va dire. Alors après, dans son style, il y a quelques autres voyageurs, mais qui se sont parfois d'ailleurs reconvertis au vélo, comme Jacques Syrah, qui avait fait un tour d'Europe en courant, justement, un petit peu après Jamel Bali, mais qui est également un fort coureur. C'était un semi-marathonien en 1h09. Et depuis, il voyage à vélo. Alors, il avait d'ailleurs quelques déboires ces dernières années avec un gros accident, mais sa vie consiste
à se trimballer, se balader en vélo autour du monde depuis, quoi. C'est vrai qu'il est un peu jamais revenu, quoi. Alors Serge Girard, je pense qu'il s'inscrit vraiment dans une autre tradition. Un peu plus l'esprit performance, Ouais. comme on peut l'avoir maintenant dans notre société moderne de performance, toujours à aller chercher une minute au chrono sur les temps, c'est ça, c'est un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est ce qui est frappant chez Serge Girard, chez quelques autres coureurs qui ont un peu suivi son exemple. C'est que là, il y a vraiment une attention accordée au record, au chrono, au domaine sportif pur. Alors pourtant, lui, Serge Girard, c'est un coureur moins talentueux, je pense, qu'un Jamel Bali. Il découvre un peu son talent sur le tard. Il participe à quelques compétitions de grand fond. Bon, il est pas devant. Mais bon, voilà, un jour, il fait un 6 jours sur piste, tout ça. Et puis bon, voilà, il commence à réfléchir à des tentatives de records transcontinentaux. Et puis il met les moyens. Alors, il est assureur, il bosse chez Gann à l'époque. Et c'est son employeur qui va devenir son premier sponsor et qui va lui permettre de commencer ses grandes tentatives de records transcontinentaux. Alors là, c'est toute une logistique en fait, parce que lui, il va courir vraiment avec toute une équipe d'assistance derrière lui, un kiné, sa femme souvent qui le suit, vraiment, il aura toujours quasiment un camping-car derrière lui et il est focalisé en fait sur son tableau de marche en fait. C'est une organisation vraiment pour la performance digne de la caravane du Tour de France. Ouais, tout à fait. Tout seul. Ouais, c'est un peu un coureur, on pourrait le comparer à un coureur cycliste professionnel qui va sur les routes, mais qui est surtout intéressé par sa façon d'avancer. C'est un peu ce qui me gêne moi dans ces démarches-là. C'est-à-dire que si on lit en tout cas les premiers livres de Serge Girard, ils étaient uniquement focalisés sur l'état de ses pieds, sur les kilomètres qu'il a fait dans la journée, etc. Et très très peu sur les pays qu'il traverse, les paysages qu'il côtoie, les gens qu'il rencontre. Non, lui, il est vraiment focalisé sur sa performance sportive. Donc voilà, après, sa performance reste d'avoir quand même pu monter des projets assez lourds en termes de financement, de logistique, etc. Et les avoir menés à bien. Après, avec des performances qui restent quand même plutôt impressionnantes, parce qu'il enchaîne des 70 km par jour, sans aucun jour de repos, puisque c'est vraiment son principe de record. Et voilà. Mais bon, après, il a inspiré pas mal de gens. Alors, notamment, sur ses successeurs se concentrent parfois. Alors, il y a pas mal de tentatives, notamment américaines, évidemment, sur le record de la traversée des États-Unis. Et puis un parcours relativement plus accessible, c'est celui de l'Australie en courant. Alors là, les records, on peut traverser l'Australie du nord au sud, ça c'est très long, mais les records sont plutôt d'est en ouest, donc sur Perth-Sydney. Et alors là, le record de Serge Girard avait déjà été battu par un Allemand, et puis maintenant il est à nouveau détenu par un Français, Patrick Malandin, donc qui a mis 38 jours, 12 heures et 58 minutes, c'est-à-dire plus de 100 km par jour quand même, pendant 100 jours. Et un bon Saint-Bernard journalier. Voilà, ouais, donc c'est vraiment des défis là qui sont vraiment des défis sportifs. Alors lui, pareil, il avait toute une équipe d'assistance et tout, parce que ce qui paraît d'ailleurs assez logique pour accomplir de telles distances quotidiennes. Alors il y a David Lebrock qui est en train de mettre en place justement, c'est une tentative de battre ce record de Patrick Malandin. Ouais, alors effectivement, donc David Lebrock va essayer de battre ce record, donc de faire plus de 103 km par jour. Et donc il prévoit ça pour la fin de l'année, là, pour le mois de novembre, s'il trouve les financements. Et je l'ai interviewé cette semaine, donc on va écouter ça. Eh ben on lance ça, on écoute. Alors David, bonjour. Donc écoute, on parle dans ce podcast donc des grands records traversés transcontinentales. Et donc on a vu avec Greg que tu avais un projet en Australie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? En effet, donc il y a une idée de traverser, un projet qui s'est mis en place. Donc la première étape a été de constituer une équipe
partage avec moi cette passion, qui a beaucoup d'expérience, de la complémentarité, des valeurs, les mêmes objectifs. Voilà, donc c'était de constituer d'abord une équipe pour assurer ma famille, tout d'abord, parce qu'on ne voulait pas que je parte tout seul. Et puis, en effet, si on se lance dans une tentative de record, eh bien, il faut pouvoir justement s'entourer des meilleures personnes qui soient pour pouvoir parcourir ce continent. Tu en es où, puisque j'ai pu voir que tu avais cherché pas mal de sponsors, de possibilités peut-être de crowdfunding, etc. Et justement, je sais pas où tu en es actuellement. J'en suis pas très loin en fait. Pour tout te dire, j'ai passé 2 mois à faire beaucoup de recherches. Je me suis pas beaucoup entraîné justement. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de déceptions, parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident à chaque fois de lire des réponses négatives. Donc là, pour le moment, donc j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas réussi en tous les cas à intéresser de nouveaux partenaires pour nous aider dans cette aventure. Donc j'ai prévenu David, Marie et Graham que j'allais un peu reprendre l'entraînement, parce que de toute façon sans entraînement, même si on a le budget, je peux pas faire l'aventure. Donc oui. on va remettre dans l'ordre les choses, donc bien m'entraîner, et puis j'espère que comme ça s'est toujours passé dans une rencontre, que ça vienne, qu'un partenaire soit intéressé. Donc voilà. Donc là, ouais, tu es plus à la recherche de partenaires de type entreprise, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Il faut qu'ils y trouvent eux-mêmes une démarche qui peuvent associer à leur entreprise. Et je trouve plus simple, parce que s'ils font ça, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Ils doivent avoir un retour sur investissement, et je dois rentrer dans leur objectif et dans leur communication. De le faire avec des particuliers, au départ j'ai pas vu, mais ça m'a dérangé un peu par la suite, parce que je n'osais même plus aller voir les personnes, parce que je leur avais demandé quelque chose. Ils avaient contribué à ce rêve qui m'a permis de réaliser ce rêve. En fait, c'est grâce à eux que j'ai réussi ça, et donc ça m'a coûté un peu d'avoir cette relation financière entre eux et moi, et voilà. Et là, justement, donc pour qu'on se rende un peu compte, la somme que tu recherches, le budget à peu près pour cette tentative de record australien. Alors, je suis parti d'abord en essayant de m'occuper un petit peu de ce qui s'était réalisé, ce que Patrick Malandin avait réalisé, ce que Christian Faton a essayé à tenter fin d'année dernière, donc de réaliser aussi. Donc j'ai essayé de travailler avec Marie et Graham sur le budget global, et on était parti avec un minimum de 35 000 €, qui est déjà pas rien, en sachant que déjà il y a 2 personnes sur place. Ouais. Mais malgré tout, en fait, quand j'ai discuté avec Patrick Malandin, il m'a fait penser à pas mal d'autres choses, et on arrive à des sommes qui sont quand même conséquentes, parce que lui, il était parti déjà en 2013 avec 42 000 €. D'accord. Je me suis renseigné auprès de Christian Faton, donc lui, il était sur 55 000 €. Donc on arrive à des très grosses sommes que j'ai pas l'habitude et loin de là. Hein, oui, non, bien sûr, non, ça paraît assez. Ouais. Voilà, donc c'est des grosses sommes. Je comprends, et c'est pour ça que j'ai dit à Marie et Graham, on dit si ça se passe pas, peut-être que ça se passera l'autre année. Il faut continuer à travailler, à enchaîner quelques courses. Parce que là, donc, d'un point de vue sportif, tu l'envisages plutôt pour 2018, du coup, ou... Aujourd'hui, c'est 2017 qu'on a D'accord, envisagé. ouais. On a envisagé même avec très précisément le 15 novembre 2017 un départ de Perth. Pour relier, donc on va le faire dans l'autre sens que Patrick l'avait fait. Ouais. Patrick l'avait fait dans ce sens-là. Alors quand j'ai lu son livre, je comprends pourquoi il l'a fait dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'avec les fuseaux horaires, on gagne 1 heure à chaque fois, dans le sens Sydney-Perth. Malgré tout, je préfère le faire de Perth à Sydney, pour la simple et bonne raison, c'est que si je m'entraîne tous les matins, très tôt le matin, c'est que j'ai par bonheur, quelquefois, la chance de voir le lever du soleil. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or de... Enfin, en tout cas, ça me remplit de joie de la journée commence bien. Et donc, ça, pour moi, c'est très important. Donc, le faire dans le sens ouest-est pour voir tous les matins le soleil se lever, c'est pour ça qu'on l'a pris dans ce sens-là. Et pour les fuseaux horaires, mais je pense que ça vaut le coup. D'accord. Et justement, alors toujours d'un point de vue sportif, tu penses te préparer comment, et donc
tu vois ce record, enfin tu le penses vraiment largement réalisable. Toi, tu envisages quel tableau de marche par rapport au record actuel? Après lecture du livre de Patrick, comme je disais, j'étais surpris de voir sur toutes les pages qu'il était convaincu de réussir ce record et convaincu de réaliser cette traversée. Alors moi, je pars rarement convaincu. Je pense que quand je me lance un objectif, c'est un objectif qui me fait obligatoirement peur parce que c'est ce qui me fait me lever le matin et qui me fait aller m'entraîner. Mais voilà, quand j'ai beau préparer un projet de A à Z professionnel, je sais très bien que lorsqu'on va réaliser le projet, on va avoir plein d'imprévus qui vont arriver, et ça va être ça qui va être beau, c'est de trouver des solutions pour garder l'objectif en point de mire et trouver des solutions pour pallier à ces imprévus. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout peut arriver, que ce soit bien sûr un incident physique comme l'a eu Christian Platon lors de sa tentative de traversée, donc en novembre dernier. Et donc ça peut arriver, il peut arriver plein d'autres choses, des problèmes météorologiques, comme il y a eu, je crois que quand j'ai suivi le parcours de Serge Girard là, sur l'Australie, il y a eu à un moment donné un énorme incendie qui coupait la route et c'était irrespirable, il fallait s'arrêter et contourner. En voiture, vous pouvez contourner, mais quand vous êtes à pied et vous devez contourner pour faire des centaines de kilomètres de déviation, c'est rarement possible. Donc voilà, donc tout peut arriver, donc faut rester, faut être zen et puis prendre au jour le jour. Quand j'ai vu aussi la traversée cet été, donc de Pitt, l'Américain qui a battu le record de la traversée des États-Unis, il a eu quand même le culot au bout du 7e jour de s'arrêter de courir, de pas courir du tout parce qu'il avait un début d'inflammation, et il a pris le pari de pas courir et de se reposer puis de repartir derrière. Je pense que c'est ce qui l'a sauvé, ce qui a permis de réussir son objectif. Donc voilà, il faut prendre le jour après jour, et puis je pense pas j'ai pas de plan en me disant D'accord, ouais, 105 km par jour. Je pense qu'il y a des jours où ce sera bon, d'autres jours qui seront un peu plus difficiles, donc il faudra laisser passer un petit peu l'orage et puis repartir derrière. Et jusqu'au dernier jour, je pense qu'on peut pas savoir si on va réussir ou pas l'objectif, mais en tout cas, on va se battre tous les jours pour réussir. D'accord. Toi, tes sources d'inspiration, c'est essentiellement Serge Girard, Patrick Malandin. Enfin, c'est vraiment des gens qui courent pour le record. Et toi, quelle est justement quelle importance tu attaches à cette notion de performance, de record qui peut sembler quand même relative sur des parcours aussi longs, des trajets qui appellent presque davantage au voyage qu'à la compétition en fait. Et quel est ton rapport toi justement à ces tentatives de record? C'est quelque chose de vraiment très important pour toi. C'est-à-dire si tu ne bats pas le record en Australie par exemple, ça sera ton objectif sera totalement perdu, ou bien le voyage pour toi est également quand même important? Alors pour moi personnellement, je rêve de traverser. Depuis petit, c'est vrai que c'est des choses qui font peut-être rêver beaucoup de monde, mais moi, ça m'a toujours fait rêver de traverser la route 66, m'a fait rêver, l'Atlantique me fait rêver, traverser l'Atlantique en bateau, en voile, ça me fait rêver, et de le faire seul. C'est vrai que c'est une traversée je trouve que c'est se retrouver face à des problématiques et essayer de les résoudre tout seul, etc. Et puis, voilà, de se retrouver, c'est pas souvent que des personnes peuvent se retrouver seules. Donc moi, l'aventure me plaît beaucoup. Et là, par rapport à ta saison, là, pour te préparer, tu as déjà d'autres objectifs qui sont cochés sur ton calendrier? Alors, il y a un objectif qui s'est coché dernièrement, totalement imprévu, et en plus dans des parcours qui sont pas du tout aujourd'hui dans ma spécialité. C'est-à-dire que le trail n'est pas ma spécialité, et donc j'ai la chance, c'est vraiment une chance, parce que je pense que d'aller courir au Mexique, c'est une chance, et en plus dans le pays du livre, du best-seller, donc qui est Born to Run. Voilà, donc j'ai la chance d'aller faire l'ultra run. Oui, chez les Rara ou Maurice, voilà. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'être choisi pour pouvoir participer à cette course-là. Donc j'y vais donc le 21 au 30 avril.
Donc c'est 180 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement, donc c'est une grosse découverte pour moi. Donc enfin, je m'entraîne énormément pour cette course pour pas décevoir justement les personnes qui ont cru en moi. Donc ça c'est un gros challenge. Après moi j'avais coché plus dans ma saison, c'était le challenge de la mi-mille, qui est donc la course qui est la mi-mille, donc c'est 500 km sans assistance enfin sans assistance, sans ravitaillement et sans étape, qui a lieu en France, et donc c'est au mois de juin. D'accord, ouais. J'ai partagé ça avec ma maman qui m'avait suivi au Spartathlon, et même si on est une équipe un peu atypique, on arrive à faire quelque chose. Donc on va se tenter dans cette course-là qui me tient à cœur, parce que ça fait longtemps que j'avais envie. Quand j'ai lu les récits de course de la 1000 km, qui est la course de 1000 km qui a lieu en 2018, la prochaine édition, oui, ça me fait... j'ai envie de la tenter, parce qu'une tenter une aventure comme ça, de la partager avec... j'espère que normalement je serai encore dans l'équipe en 2018, mais de la partager avec quelqu'un... parce que c'est vraiment une course à deux. Hein. Il y en a un qui court, il y a des personnes qui suivent en voiture, mais qui est là pour vous ravitailler, pour vous aider, parce que là c'est non-stop, c'est le premier qui arrive, on prend le départ, et c'est le premier qui arrive au bout des 1000 km. Cette année c'est 500 km, mais voilà, c'est non-stop, vous courez le plus longtemps possible. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est une découverte. J'ai jamais été plus loin que 246 km après le Spartathlon, donc d'aller un peu plus loin, c'est pouvoir de connaître cette émotion. Ça sera aussi sans doute une bonne préparation pour cette Trans-Australie, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Bon, à part que là, on est un peu plus sur 500 km, alors que... Oui, là, il y a un aspect compétitif qui est peut-être plus direct, et puis bon, c'est effectivement sans doute un environnement moins sauvage que l'Australie, mais ça te permettra aussi sans doute de tester la distance, le ravitaillement, des choses comme ça. Je pense que ça peut être un bon réglage, quoi. Tout à fait. C'est exactement comme ça que je le prends. Donc voilà, mon objectif c'est celui-ci, la mini-kit. Le gros objectif que je m'étais mis quand j'ai commencé à construire ma saison 2017. Et puis si c'est possible de faire l'Australie, ce sera magnifique, parce que ce sera Après je vais travailler sur des courses qui vont essayer de se rapprocher toujours dans ce contexte, à essayer de me préparer à ces deux objectifs. D'accord. Écoute, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite, David, et puis j'espère que on aura l'occasion de suivre ta tentative en Australie. Donc rappelle-nous les dates prévues en novembre, hein, c'est ça, hein? Alors le 15 novembre, oui. D'accord. 15 novembre, départ de Perth, et donc pour essayer d'arriver aux alentours avant Noël. Avant Noël, oui, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, on a calé la date, tout simplement, c'est que j'espère que ma famille pourra venir sur Noël. Ils ne font pas cette semaine en Australie, toute la famille, donc ils peuvent arriver juste après au début des congés scolaires, qui est à peu près le 25, je crois que l'année prochaine, c'est le 24 décembre. Oui. Donc le temps qu'ils prennent l'avion, ils arrivent là-bas, on arrivera à peu près le 25 décembre, donc c'est pour d'accord, pour l'accueil fêter Noël en famille en Australie. Bon, d'accord. Exactement. Merci David, et puis tout le bonne préparation. Merci. Merci. Alors ainsi s'achève ce deuxième épisode du podcast Athletic Run. Alors on tient quand même à vous annoncer un partenariat qu'on a mis en place avec le Marathon des Hauts-de-Seine, qui aura lieu fin juin. Et Sylvain a travaillé un peu sur l'histoire du Marathon des Hauts-de-Seine, et je vous invite à garder un œil sur le blog d'Athletic Run, limite de vous abonner à la newsletter pour être informé, et on vous communiquera un peu de l'histoire du Marathon des Hauts-de-Seine. Qui renaît après 20 ans d'absence. Voilà, c'est ça. Donc je vais revenir sur un prochain post sur le blog, sur l'historique de ce Marathon des Hauts-de-Seine. Eh bien, merci Sylvain pour toutes les informations sur l'ultra-endurance. J'espère que ça vous a fait un peu voyager. Et puis, à très bientôt pour le mois prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne prépa pour vos courses respectives. Allez, à bientôt. À bientôt.